Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors excusez ma tenue un petit peu décontracte on va dire, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche et tout, mais en voulant monter la vidéo où je vous parle de tous les SP que j'ai reçus de la part des auteurs et des maisons d'édition pour le mois de juillet, eh bien je me suis rendu compte que j'avais pas d'intro. Donc je me suis dit, allez, on prend la caméra, c'est bon, on l'a fait vite fait. Et en montant la vidéo, je me suis rendu compte que non seulement je n'avais pas d'intro, mais qu'en plus, j'avais des rushs qui avaient disparu. Donc en gros, j'ai une partie de la vidéo tout complète où je parle d'un roman précis qui a disparu. Donc ça m'embête fort parce que je ne sais absolument plus ce que j'avais dit dans cette vidéo, donc peut-être que je vais oublier des choses en vous représentant le livre ici, et j'en suis désolée. Mais donc, me revoici pour faire donc cette intro en vous présentant donc les livres de maisons d'édition et des auteurs que j'ai reçus ce mois-ci, et en vous représentant, même si vous n'avez pas vu la précédente, ce livre dont j'ai perdu les rushs. Je suis trop triste, mais bon donc, je vous le représente une fois de plus. Il s'agissait de Le frère de l'autre de Philippe Montpère, publié aux éditions de Sidney Laurent. Alors c'est l'auteur qui m'avait contacté pour que je puisse lire son livre et que je lui donne mon avis parce que j'adore les thrillers et les policiers. Et comme c'en est un, je me suis dit, évidemment que je vais dire oui, évidemment que je veux voir ce que c'est, je ne connais absolument pas, je ne connaissais pas les éditions Sidney Laurent ni l'auteur. Et honnêtement, je n'ai pas vu passer ce roman nulle part pour le moment. Donc je me suis dit, je me lance. Je suis trop contente à chaque fois quand on m'appelle, que ce soit pour acheter le livre et donner mon avis ou qu'on me l'envoie gratuitement pour que je le donne également. Là, en l'occurrence, je l'ai acheté. L'auteur m'a contacté, mais je l'ai acheté et c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir pu le découvrir. Et d'ailleurs, Philippe, mon père, m'a recontacté il n'y a pas longtemps pour me dire je sors un autre roman. J'étais là, oui, bien sûr que je vais aller l'acheter parce que j'ai adoré celui-ci. Sa plume, pour un premier roman, est parfaite. Franchement, il n'y a pas d'erreur, c'est bien dosé. Il y a peut-être quelques petits défauts, quelques petits problèmes d'assurance à certains moments ou quelques petits problèmes des moments, point de vue scientifique, je parle où j'étais en mode je ne suis pas sûre que ce soit plausible. Mais avec l'histoire, on va dire, ça passe. Mais franchement, pour un premier roman, sa plume était déjà incroyable. Avant de vous en parler plus et de m'extasier sur ce roman que j'ai vraiment adoré et sur le futur roman qui va arriver que j'ai très hâte déjà d'avoir, un petit résumé. Un milliardaire est assassiné dans son luxueux chalet de Megève. Alexandre Rochard, ex-star montante du 36 quai des Orfèvres, est chargé de l'enquête. Avec l'aide de son équipe et de Margot, la troublante profiler, il va découvrir les ramifications hors normes de cette plongée en eau trouble, confronté à des chercheurs véreux, des financiers de haut vol et d'intouchables membres du gouvernement, jusqu'à découvrir qu'il se trouve lui-même intimement lié à l'affaire. Et en plus, il y a marqué un passionnant polar au dénouement inattendu qui se lie d'une traite. Je suis totalement d'accord avec ces 3 lignes. C'est vrai. Je l'ai presque lu d'une traite, parce que bon, malheureusement, je suis obligée de couper à des moments pour travailler. Oui, c'est très triste, mais sans travail, je ne peux pas m'acheter de livres. Et la fin, c'est vrai qu'elle est inattendue, mais on va pas commencer à vous parler direct de la fin alors que je vous ai même pas parlé du début, ce serait totalement illogique. Donc, le début, c'est du soft touch. Je suis tellement fan quand les maisons d'édition décident de faire des couvertures en soft touch. J'adore le toucher, l'appréhension du livre. Bon, certes, ça fait des traces de doigts, surtout quand il est noir, on est d'accord. Mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus joli en soft touch. Il y a moins les effets brillants et vraiment la douceur de la couverture est top. Avec un petit chalet certainement, donc celui de Megève en noir et blanc, un titre en jaune qui pepse bien. Parfait, un sans faute, franchement. On se doute bien qu'il va y avoir quelque chose de noir avec le terme policier en plus, cette couverture qui est un peu en noir et blanc avec juste le titre qui ressort. On sent qu'il va y avoir un truc sombre qui va se passer dans ce livre rien qu'en regardant la couverture. Et franchement, j'ai adoré le côté psychologique et scientifique qu'il y avait dans ce livre. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoiler la moitié du livre, mais franchement, c'était très bien recherché, très bien pensé et bien amené du point de vue que l'auteur nous emmène là où il veut et il nous fait découvrir ce qu'il veut au moment où il veut. S'il ne veut pas qu'on sache que à tel moment dans l'enquête, ça va être un point de vue scientifique et plus policier,
il va pas nous le dire jusqu'au moment où il va décider que c'est là où la révélation va avoir lieu. Et il est très fort parce qu'on se laisse vraiment embarquer par sa plume, on se laisse embarquer par l'enquête, et au fur et à mesure, même si on essaye de chercher qui est le meurtrier, pourquoi il y a telle personne à qui on ne peut pas faire confiance, pourquoi celui-ci, on a des doutes sur les indices qu'il a trouvés, même si on essaye de chercher en même temps que l'enquêteur, on se laisse quand même porter par la plume qui est très addictive. Et en plus, à la fin des chapitres, même sans savoir que c'est la fin du chapitre, on sent qu'on y arrive parce que tout s'accélère d'un coup et il y a un micro cliffhanger presque à chaque fin de chapitre qui nous dit tourne, tourne la page, va au chapitre suivant et continue ta lecture, peu importe qu'il soit 23h et que demain tu travailles, continue. C'était très dur de le lâcher parce que c'était très addictif. Et bon, je pense que vous vous en doutez à force que je vous le répète, mais étant fan de thriller et de policier, je pouvais que me laisser embarquer par un nouveau roman que je ne connaissais pas. Et oui, ça a matché. Franchement, ça a matché avec moi. Il y a que, comme je vous disais, vers la fin, il y a un aspect scientifique qui pour moi me paraît assez peu plausible, point de vue que je viens quand même d'études scientifiques et j'étais en train de me dire de oui, peut-être, je me rappelle pas tout à fait de mes cours, mais ça me paraît quand même assez peu probable, surtout que ce genre, entre guillemets, d'expérience, il n'y en a pas chez nous, on va dire, en vrai. Ça n'existe pas, ou alors pas encore, ou alors c'est tu sous un secret médical incroyable. Donc oui, ça semble peut-être un petit peu de la science-fiction presque à la fin, mais hormis ce détail, tout le reste était génial. Et la fin en elle-même, je me doutais d'un truc comme ça, je m'en doutais, je sais pas comment ça pouvait arriver, mais je me doutais qu'il y allait quelque chose qui allait arriver dans ce sens-là. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai fait oui, le final est parfait, le final est en apothéose, et il me convient. Il est génial, il se termine ici en lui-même. Le roman peut s'arrêter là, il peut ne pas y avoir de suite. Presque j'aimerais qu'il n'y ait pas de suite parce qu'il se suffit à lui-même, il serait très bien. Je ne sais pas encore de quoi va parler le prochain roman que Philippe mon père m'a dit il y a pas très très longtemps qu'il allait sortir. J'ai juste vu la couverture qui était très jolie. J'ai pas encore regardé le résumé. Il me tarde de savoir ce que c'est, mais personnellement j'espère que c'est pas une suite à Le frère de l'autre. Parce que pour moi, c'est un roman entier qui se suffit à lui-même. En one shot, il est parfait. Et ensuite, j'ai peur qu'on parte dans quelque chose d'un petit peu confus. Ça pourrait être intéressant vu la fin aussi et vu les événements qui se passent à l'intérieur avec l'enquêteur. C'est vrai qu'il y a un petit côté qui pourrait être intriguant. Mais personnellement, j'espère que ça va être un autre roman, soit un autre one-shot, soit une autre saga, mais pas une suite à celui-ci. On va voir. Au cas où, si monsieur mon père vous passez par ici, ne vous offusquez pas si jamais c'est une suite à Le frère de l'autre. Je la lirai quand même avec plaisir parce que j'ai adoré celui-ci et j'ai très hâte de découvrir autre chose maintenant que la plume m'a conquise et que bah, j'aime toujours autant les policiers. Donc, très très bien, très sympa. Il se lit très vite. Honnêtement, la mise en page est plutôt claire, très fluide. Le dos ne se casse pas, ça c'est super parce que justement il est assez fluffy, donc très maniable. La maison d'édition a fait un travail éditorial qui est franchement parfait. Lecture très très fluide, agréable, très claire. Ça se lit parfaitement bien. Moi j'ai adoré. Et pour on va dire un premier semi-SP, vu que l'auteur m'a contacté, mais c'est moi qui suis allée l'acheter quand même avec mes propres sous, donc sponsor par ma carte bleue, eh bien j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que on a toujours tendance à dire bon, bah, j'aimerais bien qu'on me l'offre le livre, mais derrière l'auteur, il faut qu'il puisse vivre lui aussi, il faut qu'il puisse promouvoir son livre, et donc qu'on lui achète, bah, ça l'aide. Donc je suis très contente de lui avoir acheté, je suis ravie d'avoir fait cette découverte, et de cet auteur et de cette maison d'édition, et je suis encore plus ravie qu'il m'ait dit qu'il y en ait un autre, qu'il y ait un autre roman qui arrive, parce que lui, il est de suite dans ma wishlist. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais quand il sort, il passe de la wish à la palle direct. Donc, je vous le recommande, il est super bien. Et tout de suite, je vous laisse avec les autres rushs sur les autres SP que j'ai reçus et qui, cette fois-ci, n'ont pas disparu de manière très mystérieuse. Donc, après le roman Le frère et l'autre, je vais vous parler de Recto ou Verso. C'est de J.C. Motte et c'est publié aux éditions du Saule. Édition que je ne connaissais absolument pas, donc ça m'a permis de découvrir à la fois et un auteur et une nouvelle maison d'édition.
Alors pour celui-ci, je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai en version e-book. C'est l'auteur qui a eu la gentillesse de me contacter et de m'envoyer donc son œuvre en e-book pour que je puisse le lire et lui dire ce que j'en avais pensé et après donner mon avis sur les diverses plateformes. Alors j'avoue que, en premier lieu, c'était pas tout à fait le style de livre que j'ai l'habitude de lire parce qu'on est plutôt en mode comédie romantique, on va dire. Et au vu de la couverture et du résumé, j'avais pas tout à fait compris que c'était ça en fait, donc je me suis dit, bon bah allez, je me lance en aveugle un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Parce qu'on va suivre un personnage au milieu, on va dire, d'une double vie un petit peu. D'un côté, on a une vie où il a pris certaines décisions, par exemple de rappeler une femme, et du fait de l'avoir rappelée, de l'avoir re-rencontrée autour d'un café et tout, on va avoir l'histoire qui découle de cette rencontre, et après l'impact que ça va avoir au niveau de sa vie familiale, sociale, de son travail et compagnie. Et de l'autre, il va y avoir sa deuxième vie de s'il n'avait pas recontacté cette fameuse femme qu'il avait rencontrée par hasard dans le métro, et quelle est sa vie maintenant justement, le fait qu'il ne l'ait pas rencontrée, quel est son impact au niveau de sa vie pareil, sentimentale, sociale, de son travail et compagnie. Et on alterne à chaque chapitre entre sa vie avec cette femme et sa vie sans. Très bizarre, j'aurais dit presque en premier lieu, mais surtout très original. Une espèce de Inception en roman. Et d'ailleurs, la couverture qui est juste ici, que je trouve d'ailleurs très très jolie, reflète bien ce sentiment un petit peu de Inception, d'être dans deux endroits presque à la fois, d'avoir le sentiment un peu de rêver, d'être parfois un petit peu perdu, de ne pas savoir quelle est la vraie vie qui va mener. C'était super intéressant. Je m'attendais, mais alors vraiment pas à ça. Et finalement, dès le 3e chapitre, quand j'ai compris que je suis désolée, je suis un petit peu enrouée, mon ami le Covid est passé par là, et il me reste encore quelques petites séquelles. Donc je disais que, après avoir compris que les chapitres allaient alterner entre ces deux vies parallèles, eh bien on se prend vite en jeu et on a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie toujours d'en savoir plus, de savoir quel va être son impact au niveau de son travail. Cette jeune femme, est-ce qu'elle aura eu un impact bénéfique ou non dans sa vie? Le fait qu'elle n'y soit pas dans l'autre version, qu'est-ce que ça lui apporte ou pas justement? C'est vraiment super intéressant d'avoir les deux facettes de cette vie et des deux facettes de continuité dans l'histoire qui, en fonction d'un choix ou d'une rétractation, va chambouler tout le reste du récit finalement. Donc une trame très originale avec une plume très fluide qui se lit parfaitement, avec facilité et rapidité. On enchaîne les chapitres sans vraiment savoir jusqu'où ça va nous mener, mais à une vitesse folle qui fait que on se laisse prendre au jeu et on essaye entre les deux vies de savoir laquelle on va préférer, quel type de choix on aurait fait si on avait été à la place du protagoniste. C'est super intéressant et très rigolo à suivre en fait. Et la puissance, on va dire, de l'écriture de Monsieur Mott, c'est qu'il crée un personnage très humain. Un personnage presque lambda de tous les jours qui pourrait ressembler un peu à Monsieur Tout-le-Monde, avec une vie toute somme banale, on pourrait dire, mais qui pareil pourrait coller à beaucoup de personnes. Il a une vie où il fait des erreurs, il a une vie où il fait des choix qui sont bons ou mauvais pour lui, pour sa santé, pour son mental, pour sa vie et son avancée de tous les jours. Et ça le rend très humain, on se dit, bah oui, c'est vrai que j'aurais pu réagir comme ça, ou ah, j'aurais fait exactement le même choix que lui. Et finalement, ça nous rapproche du personnage, ça nous fait nous sentir plus proches de lui, plus empathique avec lui, avec sa vie, où des fois il a des déboires assez malheureux. Et ça le rend donc oui très, très humain, très en phase avec le lecteur qui peut se reconnaître facilement dans ses choix ou dans ses faits et gestes. Donc très intelligent de la part de l'auteur, moi je me suis bien régalée. Et je me suis prise au jeu d'alterner ces chapitres comme ça pour voir jusqu'où ça allait le mener et quelle allait être la finalité de l'histoire qui était très sympa elle aussi. Très originale, une excellente découverte vers laquelle peut-être je ne me serais pas tournée si l'auteur ne m'avait pas contacté pour que je le lise, parce que je ne connaissais donc pas cette maison d'édition. Et je n'avais vu passer ce livre nulle part, que ce soit sur les réseaux ou en boutique. Je ne le connaissais pas. Donc merci encore une fois à l'auteur de me l'avoir envoyé parce que c'était une très jolie découverte.
Et je vous invite à le lire et à vous le procurer si jamais il vous intéresse pour vous faire votre propre opinion, parce que franchement, déjà la couverture est très belle, et l'histoire est très originale, avec donc cette alternance entre la vie blanche et la vie noire, la vie d'un côté et de l'autre de ce personnage. Très sympa, moi je me suis régalée, une très belle découverte. J'enchaîne avec l'avant-dernier livre que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'est la maison d'édition Inceptio qui m'avait contacté, savoir si je voulais lire ce livre, s'il m'intéressait. J'ai accepté. Ils l'ont envoyé donc en version e-book. Le livre que je vous mets juste ici, qui s'appelle De l'autre côté des étoiles, de Jérôme Palatano, et donc aux éditions Inceptio. On s'arrête 2 secondes sur cette magnifique couverture parce que franchement, elle est magnifique. Le travail éditorial est super beau. J'ai adoré. Ça fait vraiment côté nuit, côté étoile, côté un petit peu galaxie qu'on va retrouver après justement dans le livre. C'est beau avec ces teintes entre le bleu, le noir et les arabesques couleur argentée comme ça. Moi j'étais vraiment enchantée, je l'ai trouvé vraiment super beau ce livre. Donc rien que pour ça j'étais curieuse d'aller voir ce que ça donnait. Et point de vue résumé, on va suivre Chloé qui est une jeune fille, on va dire toute somme normale, qui déménage avec sa famille de Paris vers le sud parce que ses parents ont acheté une maison là-bas. Du jour au lendemain, après un drôle d'événement peuplé de créatures étranges qui viennent l'attaquer, des géants, des magiciens, elle va se retrouver catapultée dans un autre monde où elle va devoir apprendre à utiliser des pouvoirs qui sommeillent au fond d'une pierre qu'elle a autour du cou et qui lui conféreraient certains pouvoirs. Elle n'est au courant de rien du tout. Pour elle, elle est une humaine lambda qui allait à l'école de manière tout à fait classique et qui ne voulait juste déménager de manière tout à fait normale. Et elle se retrouve sur une autre planète avec une autre école, d'autres nouveaux compagnons, des créatures mystiques, de la magie et un ennemi colossal qui vient mettre un petit peu son grain de sel là-dedans et qui a décidé de détruire la planète complète et si possible de s'en prendre à la Terre en même temps. Un côté donc Yogandul fantastique assez intéressant, très facile à lire avec une plume franchement très abordable et très agréable, et un côté justement un petit peu jeunesse, young adulte comme ça avec des personnages adolescents qui ont des pierres qui leur confèrent des pouvoirs et qui vont apprendre à se connaître et à les maîtriser pour pouvoir justement devenir les héros de demain. C'était intéressant, mais j'ai trouvé la plume assez jeune en fait. On sent que c'est le premier roman de l'auteur, qu'il cherchait un petit peu presque son style. Il avait toutes les idées, ça y a aucun souci, il avait l'histoire, la trame, on sait vers où il voulait aller, mais pour pouvoir apporter ses idées, on sent que il est encore un petit peu maladroit, que la plume est encore jeune, avec plein de petites erreurs et maladresses, qui font que par moments le lecteur peut buter un petit peu sur certains mots, sur certaines tournures de phrases ou sur certaines parties descriptives. Je m'explique, je prends l'exemple d'une phrase où l'auteur avait marqué « Furieux, il frappa l'accoudoir avec fureur ». Ah, moi, je sens une petite maladresse là-dedans avec la redondance du terme de furieux. Furieux, il fait quelque chose avec fureur. Ça fait 2 fois le terme qui veut dire exactement la même chose et ça fait une petite redondance et donc ça alourdit la phrase et la continuité du récit, j'ai l'impression. Alors après, c'est uniquement mon ressenti, ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Lisez-le dans tous les cas et faites-vous votre avis. Moi, je vous dis juste ce que j'ai ressenti à la lecture. Et pour moi, je sentais vraiment une plume très jeune qui avait un petit peu du mal à mettre les bons adjectifs ou à choisir lesquels utiliser quand il a écrit son livre en fait. Parce qu'on sent qu'il y a des moments, il veut nous décrire quelque chose de profond, quelque chose d'important d'un point de vue descriptif et pour la suite de la narration. Mais on a l'impression qu'il ne savait pas quel terme choisir, donc il les a presque tous mis. Je vais exagérer mes propos, mais on va dire que il est dans une nuit noire, sombre, ténébreuse, sans lumière, exempt d'étoiles, dans des ténèbres profondes. Bref, vous voyez, il va utiliser beaucoup de termes pour dire presque la même chose, mais finalement enchaîner comme ça bout à bout sur une seule et même phrase. C'est un petit peu maladroit, je trouve, pour ma part, parce qu'en fait, ça alourdit le récit. Et de savoir que la nuit, elle est noire ou ténébreuse ou profonde ou autre, on s'en doute. On le comprend, en fait, dès le premier adjectif. La nuit ténébreuse,
On sait qu'elle va être noire, on sait qu'elle va être profonde, on sait qu'elle va être impénétrable. Inutile de mettre 53 adjectifs qualificatifs derrière. Pour moi, ça ne fait qu'alourdir le récit et pas mettre en condition le lecteur. Au contraire, ça lui le sort un petit peu de sa narration parce que justement, il mange beaucoup de termes d'un coup et ça le sort un petit peu de l'action et de la description. Peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas, utiliser que un ou deux adjectifs par-ci par-là, ou alors commencer avec deux adjectifs et faire une partie descriptive pour appuyer un petit peu plus pourquoi la nuit elle est noire. Est-ce que c'est à cause du fait qu'il n'y ait pas d'étoiles, qu'il y ait les ennemis qui sont ténébreux qui arrivent, qu'il y ait, je ne sais pas, telle ou telle action qui a fait que la nuit est tombée d'un coup, bref. Une autre phase descriptive pour amener le lecteur à apprécier la plume et apprécier la description de la scène, plutôt que de l'alourdir avec divers termes qui veulent dire finalement à peu près tous la même chose et qui ralentissent le récit. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Après, ça m'a pas dérangé, on va dire, non plus en soi. La lecture est quand même fluide, je suis allée jusqu'au bout, mais en tant que lecteur qui a l'habitude de lire des romans plus adultes, avec un champ lexical plus fourni, c'est vrai que là on sent que la plume est plutôt axée jeunesse et qu'elle manque un petit peu de matière justement dans ce fameux champ lexical qui permettrait d'étoffer un petit peu plus. Un petit peu dommage, quelques incohérences par-ci par-là qui sont parfois rattrapées avec la suite du récit. Chloé par exemple qui est arrivée donc sur une nouvelle planète qu'elle ne connaît pas et qui va se trouver dans une pièce avec une architecture magnifique et des voûtes qui vont être supportées par des colonnes grecques. Ce n'est entre guillemets pas possible. Si c'est une nouvelle planète, l'architecture ne peut pas être grecque vu que la Grèce appartient à la Terre, donc son architecture appartient à la Terre, pas à la nouvelle planète. Donc il aurait peut-être fallu dire une architecture semblable à celle de la Grèce antique que l'on retrouve sur Terre, peut-être quelque chose comme ça. Après, plus loin, c'est vrai que c'est rattrapé dans le récit en disant que la planète Néoterra, donc la nouvelle planète sur laquelle Chloé est une planète qui a été créée à l'image de la Terre. Donc là, ok, à partir de ce moment-là, on est d'accord que l'architecture peut être grecque, oui. Mais cet élément-là, que la planète a été créée sur le modèle de la Terre, il faut cette information-là avant de mettre les descriptifs qui se rapportent à de l'architecture ou des plantes ou autres terriennes en fait. Donc voilà, c'est des petites incohérences comme ça qui font qu'on sent que l'auteur est jeune dans son métier et que c'est son premier roman. Et je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer sans aucun doute. Mais sa plume en tout cas, et elle est riche, elle est innovante, elle est foisonnante d'idées. À part ça, l'histoire m'a convaincue, elle est très sympa, avec ses personnages et ses actions un petit peu dignes de films ou de séries télé des années 80. C'est beaucoup de pierres magiques, de héros qui montent sur des chevaux ailés ou des lions ailés, qui ont des armures dorées, qui ont des rayons laser de colorés qui foncent de partout. Ça fait très années 80 avec une ambiance un petit peu Senseiya de ces chevaliers qui sont pour la sauvegarde de la terre et de combattre justement le mal avec les armures. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et donc le fait qu'il y ait ces idées avec ces créatures mystiques, avec cette bataille du bien contre du mal, avec cette école particulière pour réveiller l'âme de héros, c'est très sympa et des très très bonnes idées. Et malgré donc les petits détails de la plume qui m'ont un petit peu dérangée, je me suis quand même régalée en lisant cet ouvrage et la lecture était quand même très sympa et très agréable de bout en bout. Donc une belle découverte qui va plaire certainement aux amateurs de fantasy, un petit peu jeunesse young adulte et qui va nous faire voyager donc de l'autre côté des étoiles aux côtés de Chloé dans un monde merveilleux et magique. Et je vais clore cette vidéo avec le dernier livre que je voulais vous présenter qui s'appelle Désordre meurtrier. C'est de Bruno Tranchant et c'est publié aux éditions Ex Aequo dans la collection Rouge, qui est réservée donc aux thrillers. Parce que, vous me connaissez, moi je suis fan des thrillers. Lui, j'ai rencontré l'auteur qui m'a gentiment dédicacé son livre et offert le marque-page à l'effigie du livre en supplément. Et
C'est un auteur pareil de la région. Et comme j'aime beaucoup lire les auteurs régionaux, et après les mettre en avant justement pour promouvoir et la région et les auteurs et les personnes qui contribuent à mettre en avant cette région, et bien c'était vraiment l'idéal de pouvoir et le rencontrer, avoir son support papier entre les mains pour vous en parler, et vous faire peut-être découvrir Montpellier qui est la région où j'habite. Pour ce qui est du résumé, nous avons le capitaine Père est ce qu'on appelle un ours. Il vit seul, dans sa maison de village à Clermont-Lérault depuis son divorce. Il l'a très mal vécu. Il n'a plus de vie sociale, il n'a que son boulot. Il ne se doute pas, en se rendant sur les lieux du meurtre d'un jeune graffeur, qu'il va devoir affronter sa fille qu'il n'a pas revue depuis des années, et une secte se revendiquant être les véritables descendants des Hospitaliers. En effet, la secte est à la recherche d'une relique qui pourrait leur redonner leur fortune d'antan. Le capitaine va devoir affronter les membres de cette secte infiltrés partout. Police, justice, politique, finance, université. Accompagné de sa fille Amélie, historienne à l'université de Montpellier, il va se plonger dans les méandres de l'histoire de France, de la peinture germanique jusqu'aux rives de la mer Rouge. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est tout petit, il fait 140 pages à peine, donc ça se lit très très vite. Et c'en est presque même des fois frustrant, tellement on est bien dedans et qu'on avait envie que ça continue. On se laisse vraiment transporter à travers la magie de sa plume, qui nous apprend autant des faits historiques sur la région que sur l'histoire de son roman en lui-même. C'était très sympa, avec ce rapport aux hospitaliers, templiers, avec toujours la quête fameuse du Graal, la quête des écritures saintes, et des trésors oubliés des Templiers. Toujours aussi fascinant. Et de voir que là, l'action se passe du côté de chez moi, je me suis dit, ouh, là, il y a 2-3 lieux, ça m'a l'air intéressant, j'aimerais bien aller mettre les pieds pour fouiner un petit peu plus, et on sait jamais trouver, moi aussi, le trésor des Templiers. Ce serait franchement génial. Très sympa, la plume est très vite addictive. Dès les premières pages, on est embarqué avec le capitaine Père dans une course-poursuite historique, avec donc cette secte qui est infiltrée de partout, où on ne sait jamais qui vont être les alliés des ennemis, qui peuvent retourner leur veste, à qui faire confiance. On est complètement perdu, autant que le pauvre capitaine qui ne sait vraiment pas à qui donner sa confiance, et qui doit faire son enquête tout en protégeant sa fille, et en essayant de démasquer et les tueurs, et les membres de cette secte, pour pas qu'ils continuent de se croire les plus puissants de l'univers à faire ce qu'ils ont envie juste parce qu'ils sont puissants. Moi j'ai bien aimé ce petit côté secte, ce petit côté où on ne peut pas rentrer si on ne fait pas partie d'un certain ordre. C'est très sympa et toujours le côté de ma région que j'aime beaucoup retrouver, donc forcément moi je me suis régalée. Et comme je vous dis, il est très court, donc il se dévore. Il est passé tout seul, avec le beau temps, franchement, impeccable. On est tout de suite happé par le récit et par la symbolique un petit peu mystique qui se dégage du récit. Moi, je me suis régalée. Et franchement, si vous avez l'occasion de rencontrer Monsieur Bruno Tranchant, qui est très sympa aussi, il sera ravi de vous parler de son œuvre et de sa région qu'il chérit tant. Et une fois de plus, je vous le recommande parce que c'était très très sympa à suivre. Et bien voilà, Désordre meurtrier va conclure cette vidéo avec donc un petit tour d'horizon de tous les livres que j'ai pu recevoir ou des auteurs qui ont fait appel à moi pour donner mon avis. Sur ces deux-là, je les ai achetés à l'auteur directement et les deux autres, on me les avait envoyés en SP, que ce soit par la maison d'édition ou par l'auteur directement. Donc dans tous les cas, je remercie énormément les auteurs qui m'ont fait confiance et pour me contacter et pour que je puisse ensuite chroniquer par la suite leurs œuvres. Également, merci donc à la maison d'édition Inceptio qui m'a envoyé le roman de Jérôme Palatano. Dites-moi dans les commentaires si ces ouvrages vous tentent, si vous les avez déjà lus ou si vous comptez les lire. Et sur ce, moi je vais conclure la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines nouvelles lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!